On ne possède pas ce que l'on ne peut pas protéger de son propre silence. Le silence, c'est la première chose que l'on remarque dans cette cuisine aux surfaces de marbre gris. Une poussière fine, presque invisible, danse dans un rayon de soleil qui traverse la pièce à 16 heures précises. Chaque jour. Le tic-tac de l'horloge murale, un mécanisme suisse d'une précision chirurgicale, marque le rythme d'une exécution que personne n'a encore vu venir. Hélène est assise, dos droit, les mains posées à plat sur la table. Elle regarde son fils, Théo, 17 ans. Il ne la regarde pas. Il ne la regarde jamais. Son visage est baigné par la lueur bleue et constante de son écran de téléphone. Le pouce de l'adolescent glisse sur le verre avec une régularité mécanique, un défilement infini de vie jetable. Théo sourit. Ce n'est pas un sourire d'affection. C'est le sourire du prédateur numérique qui vient de vérifier ses statistiques. La veille, Hélène a découvert la vidéo. 3 millions de vues. Le titre court sur l'écran en lettres capitales, agressives. Ma mère perd les pédales. Crise de nerfs en direct. Sur les images, on voit Hélène, les cheveux défaits, les yeux rouges de fatigue après 16 heures de garde à l'hôpital, cherchant désespérément ses clés de voiture que Théo avait cachées pour l'expérience sociale. On entend le rire étouffé de son fils derrière l'objectif. On voit sa détresse transformée en contenu monétisable, en divertissement pour des inconnus qui commentent avec des émojis moqueurs. L'odeur dans la cuisine est celle du café froid et du désinfectant. Une odeur de fin de règne. Théo soupire. Il tape du pied contre le pied de la table. Un bruit sourd, répétitif. Il ne sait pas que ce bruit est le dernier qu'il fera dans cette maison avec ce sentiment d'impunité. Il ignore que le compte bancaire lié à son application de paiement, celui qu'Hélène alimentait chaque mois pour ses vêtements de marque et ses abonnements fibre optique, vient d'être clôturé à 14h12. Hélène observe le mouvement de la glotte de son fils lorsqu'il avale son jus d'orange. Elle note la texture de son sweatshirt à capuche acheté avec la prime de nuit qu'elle a touchée le mois dernier. Tout ce que Théo possède est une extension du corps d'Hélène. Ses vêtements, son téléphone, la connexion invisible qui lui permet d'exister aux yeux du monde. Il a utilisé ses armes pour l'humilier. Elle va maintenant simplement retirer les yeux. Il est absorbé par un « les yeux ». Il est absorbé par un commentaire. Hélène se dirige vers le couloir. Ses pas sont lourds, délibérés. Elle atteint le tableau électrique caché derrière une porte en chêne massif. Le bois grince légèrement. Une plainte familière. Elle regarde les disjoncteurs. Chaque interrupteur représente une veine de cette maison. La lumière, le chauffage, et surtout, le routeur. Elle ne ressent aucune colère. La colère est une émotion bruyante. Ce qu'elle ressent est une clarté minérale. Une décision prise dans le froid de la nuit, devant l'écran qui diffusait son propre visage déformé par les larmes. Elle pose son doigt sur le commutateur principal de la ligne Internet et de la domotique. Elle attend. Elle imagine Théo dans la cuisine, le pouce figé sur l'écran, l'icône de chargement qui tourne dans le vide, le cercle infini, le néant numérique. Elle appuie. Un petit clic métallique, un son dérisoire pour une catastrophe personnelle. Dans la cuisine, le silence change de nature. Il devient lourd. Théo lâche un juron étouffé. « Putain, la co... » Hélène sourit pour la première fois depuis 3 jours. Elle ne retourne pas dans la cuisine. Elle monte l'escalier, marche après marche. Elle compte les pas. 12, 13, 14. Elle entre dans son bureau. Sur la table, 3 dossiers de couleurs différentes. Le premier concerne le contrat de bail de l'appartement qu'elle a loué en secret, à son seul nom. Le deuxième contient les documents de résiliation de tous les services de la maison. Électricité, eau, gaz, Internet. Tout prendra fin dans 72 heures. Le troisième dossier est le plus mince. C'est l'acte de vente de la maison de famille, signé ce matin devant notaire. Elle s'assoit devant la fenêtre. La caméra reste fixe sur son profil. Elle ne bouge pas. Elle regarde les arbres au fond du jardin. Théo crie d'en bas « Maman, Internet a sauté, tu as payé la facture ou quoi ?» Sa voix est celle d'un enfant gâté qui réalise que le jouet est cassé. Il n'a aucune idée que ce n'est pas Internet qui a sauté, c'est le sol sous ses pieds. Hélène ne répond pas. Elle prend un stylo plume. Le poids du métal est rassurant entre ses doigts. Elle commence à rayer le nom de Théo de son testament, avec une lenteur calculée. Le papier gratte sous la plume. Un son organique. Réel. Elle pense à la vidéo, aux 3 millions de personnes qui ont ri de sa faiblesse. Elle se demande combien d'entre eux regarderont la suite. Mais il n'y aura pas de suite. Le compte de Théo sera banni pour violation de propriété intellectuelle d'ici ce soir. Elle a déjà envoyé les rapports juridiques.
Elle va effacer son existence numérique comme on efface une tache sur un miroir. En bas, Théo monte les escaliers 4 à 4. Ses pas sont désordonnés. Il frappe à la porte du bureau. « Maman, ouvre !» Hélène pose son stylo. Elle ajuste son gilet de laine grise. L'odeur du papier vieux et de l'encre fraîche remplit ses poumons. Elle se lève et marche vers la porte. Elle ne va pas ouvrir, elle va verrouiller. Le plan de retrait financier est en marche. Les actifs sont gelés. Les voitures de location sont réclamées pour demain matin. Théo ne possède rien, pas même son nom, qu'elle a protégé par copyright pour empêcher toute exploitation commerciale ultérieure de son image. Elle regarde le verrou tourner. Le bruit est définitif. Théo frappe encore, plus fort. « Qu'est-ce que tu fais ? C'est pas drôle !» Hélène murmure presque pour elle-même, avec cette voix monocorde qui caractérise les gens qui n'ont plus rien à perdre. « Ce n'est pas censé être drôle, Théo. C'est censé être réel. » Elle retourne s'asseoir. La caméra ne bouge pas. La lumière baisse lentement dans la pièce. Le visage d'Hélène s'enfonce dans l'ombre, tandis que les cris de son fils deviennent de plus en plus hystériques de l'autre côté du bois massif. Le processus de démantèlement de la vie de Théo vient de franchir le seuil du premier chapitre. L'argent ne coulera plus. Le signal ne reviendra pas. Le confort s'évapore. Demain, il découvrira que son téléphone ne lui appartient plus légalement. Après-demain, il découvrira que la porte d'entrée ne s'ouvre plus pour lui. Hélène ferme les yeux. Le silence est enfin de retour. Un silence de luxe. Un silence de mort. Le bruit du métal contre le métal. Un clic sec. C'est le son de la trahison qui se cristallise. Il est 3 heures du matin. Théo ne dort pas. L'obscurité de sa chambre est percée par la lueur résiduelle de son ordinateur portable, branché sur une batterie externe qu'il gardait au cas où. Il ne comprend pas. Sa mère ne sort pas de son bureau. Elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré. Ce silence est une agression qu'il ne sait pas coder, qu'il ne sait pas monter pour ses abonnés. Théo se souvient de mardi dernier. L'odeur de l'hôpital, l'odeur de la maladie et du café brûlé. Hélène était de garde, elle avait laissé son sac dans le casier non verrouillé. Théo était venu pour lui faire une surprise. En réalité, il avait besoin de sa carte de crédit pour acheter un nouvel objectif de caméra. Mais il a trouvé mieux. Il a trouvé son dossier médical personnel. Il a vu les résultats. Épuisement professionnel sévère. Troubles anxieux généralisés. Des notes manuscrites du médecin suggérant un congé de longue durée. Théo a souri. Un contenu en or. Il a pris des photos de chaque page. Puis, il a filmé Hélène à son insu alors qu'elle s'assoupissait 5 minutes sur une chaise en plastique dans le couloir des urgences, la bave aux lèvres de fatigue, le visage gris sous les néons crus. Il a monté la vidéo avec une musique mélancolique titrant « Ma mère perd la tête, la fin d'une carrière ». Il a partagé les documents médicaux floutés mais reconnaissables. Le lendemain, l'administration de l'hôpital recevait des dizaines d'appels anonymes de fans inquiets de la santé mentale de l'infirmière Hélène. La direction l'a suspendue, un congé forcé, sans solde immédiat. Théo pensait qu'elle s'effondrerait, qu'elle le supplierait de l'aider, qu'il deviendrait le sauveur de la famille devant sa caméra, récoltant des dons pour soigner sa pauvre mère. Mais Hélène n'est pas tombée, elle a simplement cessé de faire du bruit. Dans le couloir, le parquet craque, un craquement long, comme une branche qui se brise sous le poids du givre. Hélène marche, elle porte un sac de sport noir. Elle n'emporte que le strict nécessaire. Ses diplômes, ses bijoux de famille. Le reste appartient désormais au passé. Elle s'arrête devant la porte de Théo. Elle ne frappe pas. Elle regarde la fente de lumière sous la porte. Elle sent l'odeur de la transpiration d'adolescent et de la poussière électronique. « Théo, dit-elle. » Sa voix est un fil de soie glacée. Le garçon ouvre la porte, son téléphone à la main, prêt à filmer la confrontation. Il cherche le conflit. Il cherche l'émotion. « Quoi ? Tu vas enfin remettre le Wi-Fi ? J'ai perdu 2000 abonnés à cause de tes conneries de gamine. » Hélène ne regarde pas l'objectif. Elle regarde les yeux de son fils. Elle y voit un vide sidéral, une absence totale d'empathie. Elle voit un étranger qu'elle a nourri de son propre sang. « Le réfrigérateur est vide, Théo. Le compte de la maison est clos. J'ai résilié le contrat d'eau ce matin. Les techniciens passeront à 7 heures. » Théo ricane, un son sec, nerveux. « Tu bluffes. Tu ne peux pas vivre sans eau. Tu ne peux pas vendre la maison, papa a dit que... Ton père est mort, Théo, et il m'a tout laissé. Ce que tu appelles ta chambre est un espace de stockage que je ne souhaite plus louer. » Elle sort un papier de sa poche, un document officiel avec un tampon rouge, un avis d'expulsion. Elle le scotche sur la porte, juste à côté de l'affiche de son jeu vidéo préféré. Le bruit du ruban adhésif qui se déchire est le seul cri dans la maison. Tu as 72 heures pour évacuer tes effets personnels. Passé ce délai,
Tout ce qui reste sera considéré comme déchet et envoyé à la décharge municipale. Théo lâche son téléphone. Il ne filme plus. La réalité commence à percer la couche de verre trempée de son existence virtuelle. Tu es folle. Je vais appeler la police. Je vais dire que tu me maltraites. J'ai les preuves, j'ai les vidéos. Hélène incline légèrement la tête, un mouvement d'oiseau de proie. Fais-le. Montre-leur comment tu as volé mes données médicales. Montre-leur comment tu as harcelé ton propre employeur déguisé en fan. Les dossiers de plainte pour vol d'identité et diffamation sont déjà sur le bureau du procureur. Ton nom y est écrit en gras. Elle se détourne, elle descend les escaliers. Chaque pas est une sentence. Théo hurle derrière elle. Des insultes, des menaces, puis des supplications grotesques. « Maman, je n'ai pas d'argent. Comment je vais manger ?» Hélène s'arrête devant la porte d'entrée. Elle ne se retourne pas. L'odeur de la pluie qui arrive commence à s'infiltrer par les fentes de la vieille bâtisse. « Tu as 3 millions de vues, Théo. Demande-leur de te nourrir. » Elle sort. Le bruit de la porte qui se referme est sourd. Un impact de tombeau. Théo court à la fenêtre. Il voit la voiture de sa mère s'éloigner dans l'allée gravillonnée. Les phares rouges disparaissent dans le brouillard matinal. Il reste seul dans une maison immense qui commence déjà à refroidir. Il retourne dans la cuisine, il ouvre le robinet, un grognement rauque s'échappe des tuyaux. Puis un filet d'eau brune chargé de rouille s'écoule lentement avant de s'arrêter net. Une goutte, 2 gouttes, puis rien. Le silence revient. Plus lourd, plus dense. Théo regarde son téléphone. La batterie est à 4%. L'écran affiche « Aucun service ». Il est dans le noir, il a faim. Et pour la première fois de sa vie, personne n'écoute ses cris, parce qu'il n'y a plus de micro pour les enregistrer. Le froid. Ce n'est pas une sensation, c'est une présence. Elle s'installe dans les coins de la cuisine, elle rampe le long des plinthes. Théo est assis sur le sol, enveloppé dans son sweatshirt de luxe, dont la couleur vive semble désormais absurde dans cette pénombre. L'odeur de la maison a changé. Ce n'est plus l'odeur du linge propre et du ragoût qui mijote. C'est l'odeur de la poussière qui stagne et de l'humidité qui s'infiltre par les fenêtres que Théo n'a pas pensé à fermer correctement. Il regarde son téléphone. L'écran est noir, mort. Une brique de verre et de plastique inutile. Théo pense qu'il peut encore gagner. Il a ses amis, il a sa communauté. Mais pour les atteindre, il lui faut de l'énergie. Il sort dans le garage, l'odeur d'essence et de pneus froids l'accueille. Il cherche la voiture de sport qu'il utilisait pour ses vidéos. Elle n'est plus là. À sa place, une tache d'huile fraîche et un espace vide, immense, comme une dent arrachée. Hélène a fait appel à une société de recouvrement dès l'aube. Le contrat de leasing était à son nom. La voiture est partie sans un bruit pendant que Théo dormait de son sommeil de juste, épuisé par ses propres cris. Il marche jusqu'à la ville. 3 kilomètres sous une pluie fine, une pluie de novembre qui vous transperce les os. Il arrive au café où il a ses habitudes. Il veut charger son téléphone. Il veut crier au monde l'injustice qu'il subit. Il entre. Le patron du café, un homme aux mains calleuses nommé Marc, le regarde. Ce n'est pas le regard habituel de l'admirateur ou du commerçant complaisant. C'est un regard de dégoût. « Tu n'es pas le bienvenu ici, Théo, » dit Marc. Sa voix est basse comme le grondement d'un orage lointain. « Quoi, pourquoi ? Je suis un client fidèle. » Marc pose une tablette sur le comptoir. L'écran affiche la vidéo de Théo. Celle où il filme sa mère en train de s'effondrer de fatigue à l'hôpital. Mais il y a autre chose. Sous la vidéo, un montage réalisé par une main experte, celle d'Hélène, montre la réalité du travail d'infirmière. Le sang, la sueur, les vies sauvées. Et en contraste le visage de Théo, riant, moqueur, vivant sur l'argent de cette femme qui l'insulte. La vidéo était devenue virale, elle aussi. Mais le vent a tourné. Le hashtag justice. Pour Hélène domine les réseaux. Ma femme est infirmière, Théo. Elle a vu ce que tu as fait. On ne sert pas les petits merdeux de ton espèce. Sors. Théo recule. Il sent le rouge lui monter aux joues. Une chaleur de honte, la première de sa vie. Il sort sous la pluie. Il n'a pas d'argent liquide. Ses cartes sont muettes. Son nom est une insulte. Pendant ce temps, Hélène est installée dans son petit appartement au centre-ville. C'est un espace blanc, vide, monacal. L'odeur est celle de la peinture fraîche et de la liberté. Elle ne regarde pas les réseaux sociaux. Elle lit un livre. Un vrai livre, avec des pages qui se tournent. Elle a activé la phase 2 de son plan. Elle a contacté le lycée de Théo. Elle a retiré son consentement pour les activités extrascolaires et a cessé de payer les frais de scolarité privés. À 17 ans, Théo est toujours sous sa responsabilité légale,
mais elle a déposé une main courante pour abandon de domicile de la part du mineur, après l'avoir filmé en train de l'insulter et de la menacer le soir du départ. Elle ne cherche pas à le détruire. Elle cherche à le rendre invisible. De retour dans la maison vide, Théo essaie d'ouvrir une conserve de soupe. Il n'y a pas d'ouvre-boîte automatique. Il essaie avec un couteau de cuisine. Le métal glisse. Il se coupe le doigt. Le sang est rouge vif sur le marbre gris. Théo regarde sa blessure. Il attend que quelqu'un vienne. Il attend le cri d'inquiétude de sa mère. Il attend le pansement et le baiser sur le front. Mais le silence de la maison est absolu. Le seul bruit est celui de son propre sang qui goutte sur le sol. Ploc, ploc, ploc. Il réalise soudain que personne ne viendra, que la caméra est éteinte, qu'il n'y a plus de public pour sa douleur. Il s'assoit par terre, dans l'obscurité totale de la cuisine, et commence à manger la soupe froide à même la boîte, avec ses doigts sales et ensanglantés. L'odeur métallique de la conserve se mélange à celle de son propre désespoir. Il est millionnaire en vue, mais il n'a même pas de quoi s'acheter un pansement. Hélène, dans son lit propre, éteint la lumière à 22 heures précises. Elle dort d'un sommeil sans rêve. Elle sait que demain, les huissiers viendront poser les scellés sur la maison. Le piège s'est refermé. Théo n'est plus un créateur de contenu. Il est devenu le contenu d'une tragédie qu'il ne peut plus éditer. Le matin du 4e jour n'apporte pas de lumière. Le ciel est un bloc de plomb au-dessus du toit de la maison. L'odeur à l'intérieur est celle de l'abandon. Un mélange de froid humide, de restes de nourriture acide et de la peur qui émane de Théo. Le garçon dort sur le canapé du salon, enveloppé dans un tapis qu'il a arraché au sol. Ses vêtements de marque sont froissés, tachés de soupe et de sang séché. Il n'est plus une icône. Il est un corps qui grelotte. À 8 heures précises, le silence est brisé par un bruit de moteur lourd dans l'allée. Puis des pas. Des pas ferrés, lourds, sans hésitation. Théo se redresse. Ses yeux sont injectés de sang. Il espère que c'est Hélène. Il espère qu'elle vient pour s'excuser, pour pleurer, pour lui redonner sa vie. Mais ce n'est pas sa mère. On frappe à la porte. 3 coups secs. Un rythme de tribunal. Théo s'approche de la fenêtre. Il voit une camionnette blanche et une voiture sombre. 2 hommes en costume gris attendent sur le perron. L'un d'eux tient un dossier bleu. L'autre porte une caisse à outils. « Ouvrez, monsieur », dit une voix sans timbre. « Huissier de justice. Nous avons un mandat d'expulsion immédiate et de mise sous scellé. » Théo ne bouge pas. Son cœur bat contre ses côtes comme un oiseau en cage. « Vous ne pouvez pas, c'est ma maison. Ma mère va revenir. Madame Hélène a signé l'acte de transfert de propriété hier soir à 18 heures, répond l'homme au dossier bleu. La maison appartient désormais à une société de gestion immobilière. Vous n'avez aucun titre de séjour ici. Ouvrez ou nous ferons appel à la force publique. Le silence qui suit est plus terrifiant que les paroles. Théo regarde la serrure. Il entend le technicien sortir une perceuse. Le vrombissement du moteur électrique déchire l'air. Le métal de la serrure crie sous la mèche de tungstène. Zzzz. En quelques minutes, le barillet tombe sur le carrelage avec un bruit de cloche funèbre. La porte s'ouvre. L'air froid s'engouffre dans la maison. Les hommes entrent. Ils ne regardent pas Théo comme un être humain, mais comme un obstacle mobilier. Ils commencent à coller des rubans adhésifs jaunes sur les armoires, sur le piano, sur la télévision de 80 pouces que Théo utilisait pour ses jeux. Tout ceci fait partie de l'inventaire des dettes de la succession, dit l'huissier sans lever les yeux de ses papiers. « Quelle dette ?» crie Théo. « On n'a pas de dette. » L'huissier s'arrête. Il sort une feuille du dossier. Les dettes que vous avez contractées en utilisant l'identité de votre mère pour vos abonnements, premium, vos achats de matériel informatique et vos crédits à la consommation en ligne. Madame Hélène a déposé une plainte pour fraude. Elle a refusé de couvrir les frais. La banque a donc saisi les biens pour compenser les pertes. Théo sent le sol se dérober. Il avait oublié ses petits clics sur Internet. Il pensait que c'était de l'argent virtuel, que sa mère finirait par payer comme elle payait toujours tout. Mais Hélène n'a pas payé. Elle a utilisé ses propres fautes comme des briques pour construire sa prison. Vous avez 10 minutes pour prendre ce qui vous appartient en propre, un sac à dos maximum. Le reste appartient aux créanciers. Théo court vers l'étage. Il veut prendre sa caméra, son ordinateur, ses vêtements, mais un agent de sécurité se tient devant la porte de sa chambre. Cette pièce est sous scellé, monsieur. Le matériel informatique est considéré comme preuve dans l'enquête pour cyberharcèlement et fraude bancaire. Théo s'effondre contre le mur. Il n'a rien. Il n'a que ce qu'il porte sur lui. Son téléphone mord dans sa poche, ses chaussures de sport à 500 €, déjà boueuses. Il redescend les escaliers. Les hommes emballent la vaisselle. Ils emballent sa vie. Ils ne parlent pas. Ils travaillent avec une efficacité de fossoyeur.
Hélène regarde la scène depuis sa voiture, garée un peu plus loin dans la rue. Elle ne descend pas. Elle n'intervient pas. Elle observe son fils sortir sur le perron, chassé de son paradis de verre. Elle voit ses épaules s'affaisser sous la pluie fine. Elle prend son téléphone. Elle compose le numéro de Théo, sachant qu'il n'a plus de batterie, juste pour entendre son propre message vocal de rupture définitive sur le répondeur de son fils. Théo, l'image n'est pas la réalité. La réalité, c'est le froid. Bienvenue dans le monde réel. Elle raccroche, elle passe la première. Elle s'en va sans un regard en arrière. Théo est sur le trottoir. La porte de la maison est verrouillée par une chaîne et un cadenas massif. Un panneau propriété privée, défense d'entrée est cloué sur le chêne. Il regarde la rue. Les voisins observent derrière leurs rideaux. Personne ne sort. Personne ne l'appelle. Il est devenu le paria qu'il a lui-même créé. L'odeur de la pluie mouillée sur le goudron est la seule chose qui lui reste. Ses abonnés ne sont pas là. Ses amis sont déconnectés. Il est seul. Et la nuit va bientôt tomber. La nuit est une encre épaisse qui coule sur la banlieue. L'odeur de l'ozone après la pluie se mélange à celle des gaz d'échappement. Théo est assis sur le banc de métal froid d'un abribus. Ses mains sont bleues. Il ne tremble plus. Son corps a dépassé le stade du frisson pour entrer dans celui de la stupeur. Il sort son téléphone par réflexe. L'écran noir reflète son propre visage. Des cernes profonds, une barbe naissante, une expression de terreur sourde. Ce miroir de verre ne lui renvoie plus de like. Il ne lui renvoie que le vide. Il a faim. Une faim qui n'est plus une envie, mais une brûlure acide dans l'estomac. Il a essayé de frapper à la porte de Lucas, son meilleur ami, son complice de vidéo. Lucas a ouvert de 10 centimètres, le visage tendu. « Mec, ma mère a vu ta vidéo, elle dit que t'es un psychopathe. Si tu restes là, elle appelle les flics. Casse-toi. » La porte s'est refermée. Le bruit du verrou a été plus douloureux qu'une gifle. Théo marche vers le centre-ville. Il cherche le nouvel appartement d'Hélène. Il se souvient avoir vu un contrat de bail sur le bureau. Rue des Cyprès. Numéro 14. Il y arrive vers minuit. Ses chaussures te prennent l'eau, chaque pas produit un petit bruit de succion pathétique. Splotch, splotch. Il trouve l'immeuble, un bâtiment moderne, sécurisé par un digicode. Il cherche le nom sur l'interphone. Martin, Bernard, Leroy, Morel. Il ne trouve pas Hélène. Il cherche son nom de jeune fille. Rien. Il attend qu'une résidente sorte avec son chien. L'odeur du pelage mouillé de l'animal l'agresse. Il se glisse à l'intérieur. Il monte au 3e étage. Il frappe à la porte 3B. « Maman, ouvre. S'il te plaît. »« J'ai compris, c'est bon, t'as gagné. J'ai faim, maman. » La porte s'ouvre. Ce n'est pas Hélène. C'est un homme d'une 50aine d'années, en pyjama, l'air agacé. « Qu'est-ce que vous voulez ? » ?»« Je cherche ma mère. Hélène, elle a loué ici. » »« Il n'y a pas d'Hélène ici, petit. J'habite là depuis 3 ans. Vous vous trompez d'adresse. » Théo recule. Il comprend. Le dossier sur le bureau. L'adresse. Tout était une mise en scène. Hélène savait qu'il fouillerait. Elle a créé un faux indice, une fausse piste pour l'envoyer s'épuiser contre des portes closes. Elle n'est pas là. Elle n'est nulle part où il peut la trouver. Il redescend dans la rue. Il réalise l'ampleur de la déconstruction. Elle a fermé ses comptes. Elle a changé de numéro. Elle a peut-être même quitté la ville. Elle a effacé son existence de la vie de Théo avec la même précision qu'il utilisait pour couper ses séquences vidéo. Il s'arrête devant une vitrine de magasin d'électronique. Des dizaines de télévisions affichent des images en boucle. Sur l'une d'elles, il voit son propre visage. Une chaîne d'information locale parle de la dérive des jeunes influenceurs. Il montre sa vidéo. Il montre son nom. Il parle de l'enquête pour fraude fiscale et vol d'identité. Il est célèbre. Enfin. Mais c'est la célébrité d'un cadavre social. Il s'effondre sur le trottoir, le dos contre la vitre froide. L'odeur du bitume mouillé est désormais sa seule patrie. Il n'a pas de papier, pas d'argent, pas de toit. Et surtout, il n'a plus de mère pour réparer ses erreurs. Il regarde ses mains qui ont tapé les commentaires haineux, ses mains qui ont tenu la caméra pour humilier celle qui lui a donné la vie. Elles sont vides, le silence de la ville à 3 heures du matin est total. Pas de notification, pas de commentaires, juste le bruit lointain d'une sirène de police qui se rapproche. Théo ferme les yeux. Il n'a plus la force de fuir. Il a tout perdu, et le pire, c'est qu'il commence enfin à comprendre pourquoi. Le contenu de sa vie est arrivé à son terme. Il n'y a plus de batterie, il n'y a plus d'espoir. Le temps n'est pas une ligne, c'est un cercle qui se referme. 2 ans ont passé. L'odeur de la neige fraîche recouvre la ville d'un linceul blanc et silencieux. C'est une odeur de propreté absolue,
comme si le monde avait été lavé de ses péchés numériques. Hélène est assise dans une petite maison de pierre, loin du bruit, loin des écrans. Elle porte un pull en laine épaisse, de la couleur de la brume. Elle tient une tasse de thé dont la vapeur monte en spirale lente dans l'air froid de la pièce. Sur la table, pas d'ordinateur, pas de smartphone, juste un carnet de notes et un stylo. Elle a changé de nom. Elle a retrouvé son poste d'infirmière dans une clinique de montagne. Personne ne connaît son passé. Personne ne sait quelle a été la mère qui perd les pédales sur YouTube. Elle est redevenue un être humain, une ombre efficace parmi les malades. Elle a regagné sa dignité dans le silence. L'odeur de la cannelle et du bois qui brûle dans la cheminée est sa seule compagnie. Elle regarde par la fenêtre. La caméra reste verrouillée sur son profil calme. Ses traits sont lisses. La fatigue a quitté ses yeux. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, dans un centre de réinsertion sociale, un jeune homme nettoie le sol d'un couloir gris. L'odeur est celle du détergent bon marché et de la soupe industrielle. Théo a 19 ans, mais son visage semble en avoir 30. Il n'a plus de téléphone. Le juge lui a interdit l'accès aux réseaux sociaux pour une durée de 5 ans, suite à sa condamnation pour usurpation d'identité et fraude aggravée. Il travaille pour rembourser les dettes qu'il a lui-même créées. Chaque centime qu'il gagne est saisi pour payer les frais de justice et les créanciers d'Hélène. Il ne filme plus rien. Il regarde le balai qui va et vient sur le linoléum. Vlan, vlan, vlan. C'est le seul rythme de sa vie. Parfois il s'arrête et regarde son reflet dans la vitre d'une porte. Il cherche le garçon arrogant qui riait devant l'objectif. Il ne trouve qu'un inconnu aux mains calleuses. Il a essayé de retrouver sa mère. Il a envoyé des lettres à toutes les adresses possibles. Elles lui sont toutes revenues avec la mention « destinataire inconnu ». Hélène a déposé un acte de renonciation totale. Pour la loi, Théo n'a plus de parents. Il est un individu isolé dans une machine bureaucratique qu'il ne peut pas manipuler avec un montage vidéo. Le soir tombe sur la montagne. Hélène pose sa tasse. Elle se lève et éteint la seule lampe de la pièce. Le noir complet. Elle n'éprouve ni joie, ni tristesse. Juste la satisfaction du travail terminé. Elle a appris à son fils la leçon la plus coûteuse de l'existence. Une vie construite sur le reflet des autres s'effondre dès que le miroir se brise. Elle s'approche de la fenêtre et regarde les étoiles. Elles brillent sans public, sans commentaire, sans filtre. Elles sont réelles. La caméra reste sur le fauteuil vide dans l'obscurité. Le silence n'est plus une menace, c'est une victoire. Épilogue, le contenu est éphémère, le mépris est éternel. La vengeance n'est pas un plat qui se mange froid, c'est un repas que l'on refuse de servir à celui qui a faim d'attention. Hélène ferme les rideaux. Le clap de fin n'est pas un bruit, c'est une absence.